Bonjour, je suis Lionel Cavicchioli, journaliste santé pour le média The Conversation. Je vous souhaite la bienvenue aux Journées Innovation Santé d'Universcience, organisées par la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui se dérouleront en ligne du 31 mars au 2 avril. Durant ces 3 jours, chercheurs, soignants, entrepreneurs et patients viendront présenter les dernières innovations en matière de santé, parler prévention, faire le point sur les avancées de la recherche. Cette première journée est consacrée à la vaccination contre la Covid-19. Et pour ouvrir les discussions, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Alain Fischer. Bonjour Alain Fischer. Bonjour à vous. Vous êtes médecin, professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie, professeur honoraire au Collège de France. Vous êtes également président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Cette structure joue un rôle majeur dans la gestion de la pandémie de Covid-19, puisqu'elle a pour mission de conseiller le gouvernement sur la stratégie vaccinale du point de vue scientifique, médical et sociétal. Alors, première question, comment définit-on une stratégie vaccinale? Quels sont les éléments les plus importants à prendre en compte? Alors, la vaccination, c'est une grande innovation de la médecine des 2 derniers siècles, qui a commencé avec Jenner à la fin du XVIIIe siècle, qui s'est accéléré considérablement au XXe et encore plus au XXIe. Et le déploiement de la vaccination contre le Covid en est un magnifique exemple, puisqu'en moins d'une année, plusieurs vaccins efficaces et sûrs ont pu être développés. La restriction qu'il y a à cela, en termes d'utilisation, c'est le fait qu'on ne peut pas produire d'emblée toutes les doses de vaccins nécessaires pour vacciner toute la population à l'échelle mondiale. Si on considère qu'il faut 2 doses par personne, ça veut dire qu'il faut 16 milliards de doses, donc, ce qui est absolument considérable, et les capacités de production mondiale ne sont pas à cette hauteur. Donc de ce fait, malgré le fait que nous soyons un pays privilégié, je pense qu'on reviendra sur cette question plus tard, nous ne disposons pas des doses, loin s'en faut, pour pouvoir d'emblée vacciner toute la population. Donc, dans une telle situation, il faut définir une stratégie de vaccination progressive en essayant d'être le plus optimal possible. Et disons qu'il y a 2 grands objectifs dans une vaccination. Le premier, c'est d'apporter une protection individuelle pour les personnes susceptibles, les plus susceptibles de développer une maladie grave et éventuellement d'en mourir, comme chacun le sait. Je rappelle qu'il y a près de 100 000 personnes en France qui sont décédées du Covid. Et le second aspect, qui n'est pas forcément superposable au premier, c'est d'établir une protection collective, ce qu'on appelle une immunité de groupe, de telle manière qu'on arrive à voir le virus progressivement disparaître, dans tous les cas que le taux d'incidence de la maladie diminue considérablement et la circulation du virus de même. Donc, il a été considéré que, pour des raisons de modélisation et de calcul, que favoriser en premier lieu la vaccination des personnes les plus fragiles était la meilleure façon de procéder, qui allait permettre de sauver un grand nombre de vies, d'éviter les hospitalisations, ce qui est aussi de bénéfice collectif, évidemment, puisque cela permet, au moins en partie, de sauvegarder le fonctionnement de notre système de santé. Donc c'est cet argument qui a prévalu, en France comme d'ailleurs dans la quasi-totalité des pays du monde, et qui prévaut encore. Nous sommes encore dans cette première phase de vaccination des personnes les plus fragiles, la fragilité reposant essentiellement sur l'âge, qui est le critère de loin le plus important définissant la vulnérabilité à cette maladie, et dans une certaine mesure l'existence de maladies associées, ce qu'on appelle de comorbidité, qui peuvent aggraver ces facteurs de risque. Donc nous sommes dans cette première phase encore jusqu'à début juin, et puis commencera ensuite une seconde phase qui vise à vacciner l'essentiel de la population, et donc avec le second objectif que j'ai indiqué de protection collective. Durant cette première phase, on a aussi vacciné les soignants, c'est ça, qui étaient des personnes en contact avec des personnes potentiellement vulnérables. Ça fait Oui, partie aussi. absolument, oui. Bien sûr. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais en parallèle à la vaccination des personnes fragiles, on a vacciné les soignants pour des raisons assez évidentes de protection du système de santé. Et alors, une petite question, donc, vous disiez que la vaccination des personnes vulnérables constitue la première phase de cette stratégie. On l'atteindra bientôt. Et pourquoi est-ce qu'il est important, une fois que les personnes vulnérables ont été vaccinées, que tout le monde se fasse vacciner malgré tout? On pourrait imaginer qu'il suffirait de vacciner les personnes vulnérables pour que les problèmes soient réglés. Malheureusement, il n'en est pas ainsi pour plusieurs raisons. D'abord, donner une idée quantitative, les personnes vulnérables représentent environ 20 millions de personnes. À l'issue de cette phase, probablement fin mai,
tout le monde ne se sera pas fait vacciner. Je pense que la grande majorité de ces personnes auront souhaité, c'est déjà le cas, c'est évident, être vaccinées, mais il en restera quelques-unes qui ne le seront pas parce qu'elles ne l'ont pas souhaité. Donc ces personnes resteront vulnérables, malheureusement, avec des risques de décès, d'hospitalisation. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point est le fait que malgré l'extraordinaire efficacité de ces vaccins, qui atteint 90-95% de protection contre la maladie, et en particulier contre les formes graves, ce n'est pas 100%. Donc il restera toujours, malheureusement, parmi les personnes vaccinées, quelques-unes qui sont susceptibles de faire une maladie grave. Et le troisième point, c'est que lorsqu'on aura vacciné, disons, ces 20 millions, près de 20 millions de personnes, le virus continuera largement de circuler dans le reste de la population, en particulier chez les jeunes, dont on sait qu'ils sont les plus à même, de par leur vie sociale, de propager le virus. Donc il persistera une circulation virale très élevée et donc susceptible de provoquer des infections. Chez les personnes vulnérables, j'en ai parlé tout à l'heure, mais même chez les moins vulnérables, il faut savoir que même, disons, avant l'âge de 50 ans, il y a quand même de temps en temps des infections graves, même si elles ne sont pas très fréquentes, mais elles existent. Il y a aussi le fait que l'on peut développer une pathologie chronique, ce qu'on appelle un long Covid, même après une forme bénigne, et donc avoir une situation qui soit tout à fait désagréable. Donc il faut aussi avoir pour objectif de prévenir tout cela. Et donc, d'où cette seconde phase nécessaire pour obtenir, in fine, ça prendra un certain temps, peut-être on en discutera, la régression la plus forte possible du virus. On peut encore ajouter un dernier élément, c'est que tant que le virus circule, on est à risque de voir émerger de nouveaux variants. C'est un virus ARN qui mute relativement fréquemment. On connaît déjà les variants qui ont un avantage sélectif, le variant dit britannique qui a pris le dessus quasi partout en France aujourd'hui, qui est plus contagieux que la forme initiale du virus. Et on n'est pas à l'abri de voir émerger un jour ou l'autre, évidemment sans pouvoir prédire quand et comment, un nouveau variant qui serait plus résistant à la vaccination, donc qui viendrait remettre en cause l'acquis. Donc il faut agir pour limiter aussi ce risque. Et justement, à l'heure actuelle, que disent les données sur les variants et leur échappement potentiel au vaccin? On a eu pas mal de discussions ces dernières semaines autour du variant sud-africain, notamment, par rapport au vaccin AstraZeneca. Je ne sais pas si les données ont évolué. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? On sait que le variant britannique... Oui, on n'a pas des données complètes. On a des éléments de réponse qui sont fondés sur deux types d'analyses. La première, qui est imparfaite, mais qui quand même donne une idée, c'est la mesure des taux d'anticorps neutralisants, c'est-à-dire capables au laboratoire d'empêcher l'infection virale de cellules, dirigée contre les différents variants à partir du sérum obtenu de sujets qui ont été vaccinés par tel ou tel type de vaccin. Et puis les données de protection clinique, évidemment, qui sont les plus importantes, mais qui sont plus difficiles à recueillir. Le bilan aujourd'hui, c'est qu'à l'égard du variant dit britannique, donc celui qui est très largement prédominant en France, et au moins 70 à 80% des souches isolées, les différents vaccins qui sont utilisés en France, donc les vaccins ARN d'une part et le vaccin adénovirus AstraZeneca d'autre part, sont efficaces, ne perdent pas de potentiel de protection. À l'égard du virus dit sud-africain, on peut ajouter le brésilien qui se ressemble beaucoup. C'est un peu plus compliqué. On peut montrer que les taux d'anticorps obtenus, même, quels que soient les vaccins utilisés, sont plus faibles. Néanmoins, il y a des informations cliniques pour certains vaccins, pas pour tous encore, qui suggèrent que les vaccins restent relativement efficaces. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, il y a une petite étude qui suggérait chez les jeunes en Afrique du Sud un défaut d'efficacité, mais uniquement sur des formes pas graves. On n'a pas d'informations sur les formes graves. Et il y a quand même des raisons de penser qu'il persiste une efficacité de qualité de protection contre les formes graves, fondée notamment sur des études expérimentales animales où on peut prévenir l'infection par le virus dit sud-africain avec ce vaccin-là. Néanmoins, ce n'est pas un élément de certitude absolue. Et puis, encore une fois, cela peut évoluer si de nouveaux variants devaient apparaître qui seraient sélectionnés justement par la vaccination. Et qui induirait une réponse immune moins efficace.
Oui, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur l'apparition de nouveaux variants. J'ai une question qui concerne le temps que ça prendra d'atteindre cette immunité collective dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'on a déjà des estimations? On a déjà une idée? J'imagine que ça dépend de nombreux facteurs. Alors ça dépend évidemment d'abord de l'adhésion de la population à la vaccination, bien évidemment, mais ensuite ça dépend donc de la circulation du virus justement de l'impact de variants. Donc, les estimations actuelles, mais ce ne sont que des estimations, bien évidemment, dans un contexte qui est mouvant, qui peut évoluer encore, c'est qu'on devrait pouvoir cet été, à partir de juin, juillet, encore août, pour avoir les 2 vaccins réalisés, avoir non seulement vacciné donc l'essentiel des personnes fragiles, mais espérons-le, un très grand nombre d'adultes qui n'ont pas de facteurs de risque, même si je le rappelle qu'ils ne sont pas tout à fait sans risque. Et donc, les estimations pourraient arriver par exemple, que 70% de la population soit vaccinée à ce moment-là. Est-ce que ça suffira? C'est pas sûr, parce qu'avec le variant britannique, donc, qui est actuellement aujourd'hui prédominant en France, qui a un taux de contagiosité plus élevé que la souche initiale, on estime qu'il faut probablement que 80-85% de la population soit vaccinée. Et ce qui ouvre une question non résolue à ce jour, mais qui est vraiment un sujet de débat et de réflexion actuelle, c'est faudra-t-il aussi vacciner les enfants, même s'ils sont moins contagieux, moins porteurs du virus, ils le sont quand même, ils contribuent un peu à la transmission du virus, et donc il est possible que cela soit nécessaire en fin d'été ou en début d'automne. Mais globalement, l'objectif, alors encore une fois, il est plus ou moins facile à atteindre, c'est d'essayer d'arriver à avoir une immunité de groupe ou quelque chose qui s'en rapproche beaucoup, donc où il n'y a plus beaucoup de circulation virale, en, disons, début d'automne, pour être prudent. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'adhésion à la population. On a vu qu'il y avait eu pas mal de craintes il y a quelques mois avant le début de la campagne de vaccination par rapport à l'hésitation vaccinale qui était plutôt élevée dans notre pays ces dernières années. Enfin, ça fluctue, mais en tout cas qui a été relativement élevée à certains moments des dernières années. Est-ce que de ce point de vue-là, les choses ont été... Enfin, comment se sont passées les choses de ce point de vue-là? Est-ce que ça a été pire que prévu, moins pire que prévu? Ce qu'on observe, mais ce n'est pas une surprise, c'est que parmi les personnes qui sont aujourd'hui éligibles à la vaccination, donc encore une fois pour l'essentiel des personnes âgées, des personnes malades, il y a une très forte adhésion, une très forte volonté d'être vaccinées, parfaitement compréhensible parce que ces personnes, dans leur immense majorité, sont conscientes des risques qu'elles encourent du fait du Covid. Donc jusque-là, c'est relativement simple, entre guillemets. Ensuite, là où les choses peuvent devenir un peu plus compliquées, c'est justement lorsque l'on cherchera à vacciner des personnes plus jeunes, moins conscientes des risques, qui expriment parfois le fait que, mais non, nous, on risque rien, et puis en plus, ces vaccins ont été préparés trop rapidement, etc., etc. Donc, des arguments qui sont inexacts, mais qui contribuent à un certain degré d'hésitation. Donc, les enquêtes d'opinion montrent que l'adhésion à la vaccination va croissant. Il y a plus de 60% des Français aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à être vaccinés, ce qui est mieux que dans les enquêtes d'opinion de la fin d'année 2020. Mais enfin, il reste encore une fraction non négligeable, et surtout parmi les jeunes au sens large, 20, 30, 40, jusqu'à 50 ans, qui expriment des réticences, des doutes, voire de temps en temps une opposition. Et ceci est un sujet important de réflexion et surtout d'action, parce qu'il faut trouver les bons moyens de communication, les bonnes explications, le bon effort pédagogique pour convaincre ces personnes de se vacciner, parce que c'est leur intérêt, on l'a vu tout à l'heure, et que c'est aussi l'intérêt de la société en tant que telle. Donc il y a à la fois un intérêt personnel et un intérêt altruiste. L'intérêt personnel, je le rappelle, c'est aussi tout simplement de pouvoir reprendre une vie sociale la plus complète possible, sortir avec des amis, aller au cinéma, au théâtre, etc., etc., ou à l'université dans des conditions normales, et ainsi de suite. Donc ça reste un sujet important qui implique des préparations soigneuses, une communication destinée à ces personnes. On l'observe aussi un peu avec les personnels soignants, dont beaucoup sont jeunes, donc ils rejoignent cette classe d'âge et quelques doutes, même si les soignants sont en moyenne plus convaincus de l'intérêt de la vaccination, du fait qu'ils interagissent étroitement avec les malades et qu'ils peuvent être transmetteurs de la maladie. Mais on n'a pas tout à fait atteint aujourd'hui le niveau de vaccination des soignants que
l'on souhaiterait. Par exemple, dans les maisons de retraite qui ont été les premières ciblées pour la vaccination, parce que les pensionnaires des maisons de retraite sont les personnes les plus fragiles qu'ils soient, là où plus de 90% des pensionnaires de maisons de retraite sont aujourd'hui vaccinés, ce qui est bien. Seulement, à peine plus de 50% des personnels qui y travaillent sont vaccinés. Donc là, l'effort doit être accentué, on va dire les choses ainsi pour l'instant, d'essayer de trouver les meilleurs éléments, les meilleures notions qui permettent de convaincre. Sans doute, les meilleurs moteurs de cette conviction, ce sont les collègues de travail ou les amis, eux-mêmes déjà vaccinés, et qui viennent dire à leurs amis ou à leurs collègues, regarde, vaccine-toi, j'ai été vacciné, il n'y a pas de souci, et je sais que je suis protégé et que je protégerai les personnes que je soigne. Mais c'est un sujet important. D'accord. Merci beaucoup Alain Fischer, c'était très intéressant. Donc, le message, il faut que tout le monde se vaccine le plus rapidement possible dès qu'ils auront accès au vaccin pour qu'on sorte enfin de cette crise, qu'on puisse en sortir le plus vite possible. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.